Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bien, du coup, comme on ne vous voit pas, en tout cas, on vous dit merci d'être venu au cinéma du Mans. Le Mans ou du Mans? Voilà, en tout cas, merci à l'association Biz Not Dead. Biz Not Dead et à la seconde zone à qui on fait un gros bonjour. Voilà, c'est un peu compliqué là, hein. On a branché la caméra, mais il n'y a personne derrière, on espère. On improvise. Voilà, on improvise, on a à peu près cadré. Mais donc on nous a demandé de venir, de vous présenter les négriers de Franco Prosperi Et Gualtiero Jacopetti. Voilà, donc d'abord on va peut-être dire quelques mots sur les réalisateurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi, en fait, s'associent au début des années 60, en fait, et ils changent l'histoire du cinéma en créant un genre qui reprend des éléments qu'on avait déjà vus dans d'autres types de films documentaires, mais auxquels ils vont donner une forme très spécifique, qu'on va appeler le cinéma mondo. En 1962, avec Mondo Cane, qu'il co-réalise avec Paolo Cavara, qui ils inventent en fait un style de cinéma nouveau, typiquement italien, qui est un documentaire tourné aux quatre coins du monde pour filmer toutes sortes de comportements excentriques, déviants ou macabres. En fait, c'est une sorte de carnet de voyage en fait, de toutes les pires insanités de l'humanité. Mondo Cane est projeté au Festival de Cannes en 62, il fait d'énormes scandales, c'est un film qui a un immense succès public, et notamment il va avoir un très grand succès, notamment par rapport à sa BO. C'est important parce on va retrouver le même compositeur dans Les Négriers, Rizzo Ortolani. Et le Mondo Cane en fait, est un tel succès que le genre est repris par d'autres cinéastes italiens à travers le monde. Et le Mondo Movie, ce qu'on commence à appeler le Mondo Movie, popularise en fait ce documentaire racoleur d'un genre nouveau dont les réalisateurs parcourent le monde pour recueillir toutes sortes d'insanités. Alors il y a Mondo Cane 2, donc pour Jacopetti et Prosperi, Mondo Cane 2, La femme à travers le monde, La Donna del Mondo. Et c'est ça qu'ils ont fait pour des raisons plutôt pécuniaires, parce que ces films-là, Gualtiero Jacopetti les revendique pas vraiment. Il en a même plutôt honte. Mais bon, il les a fait parce que c'était des demandes de producteurs. Faut quand même peut-être juste dire qu'ils avaient vraiment une conception du documentaire très très particulière. Vu que Gualtiero Jacopetti, lui, venait des films d'actualité qui passaient dans les salles de cinéma, il avait participé à quelques films qui étaient Mondo di Notte, des films donc, qui se passaient dans des... il y avait Europe by Night aussi. Oui, Nuit d'Europe. Nuit d'Europe. Et donc des films qui se passaient plutôt dans le milieu des cabarets et tout ça. Et lui, en fait, il s'est aperçu d'emblée que ce qui l'intéressait, c'était pas cette version théâtralisée du monde, mais plutôt les choses qu'il pouvait filmer en dehors de ces scènes de cabaret. Et c'était au bout du compte l'humanité qui l'intéressait, et lui il a toujours dit que ce que n'avaient pas les films mondiaux qui ont été, parce qu'il y a eu des centaines de copies après, ce qu'ils avaient oublié c'était lui-même, parce que lui il revendique quand même une approche assez philosophique, alors que Franco Prosperi de son côté c'était vraiment un intellectuel, un chercheur, ça on va retrouver cet aspect-là dans Les Négriers, mais qui lui revendiquait plus une approche scientifique, anthropologique, etc. Donc lui s'occupait vraiment de la partie recherche, et Gualtiero Jacopetti c'était plus l'homme de terrain et l'homme de scandale, notamment un des scandales, parce qu'il avait une relation avec une adolescente qu'il avait dû épouser, d'ailleurs pour un peu faire taire ce scandale, et c'en est un parmi beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup. Et puis il y a eu donc le film qu'ils ont fait après cette série, donc Mondo Cane 2 et La femme à travers le monde, qui est Adieu Afrique, qui est un film qui, comme Mondo Cane, où ils ont passé 3 ans à récolter des images de par le monde, financées par le producteur Risoli. Oui, Angelo Risoli. Donc pareil, Adieu Afrique, c'est sur 2 ou 3 ans. Ils partent, alors c'était sur juste une lettre qu'avait reçue Jacopetti, qui lui disait que là, l'Afrique était vraiment en train de changer, qu'il se passait des tas de choses assez violentes, assez folles, et qu'il y avait une Afrique qui
qui va disparaître, qu'il faut immortaliser sur pellicule. Et c'est ça qui les a motivés, d'autant plus que Jacopetti voulait faire un film politique sans forcément, ça il a dit et redit, même si personne ne l'a jamais cru, sans forcément avoir un message politique à faire passer, mais en tout cas toucher à ce sujet des guerres tribales, voilà, des sujets vraiment brûlants d'actualité. Et il faut rappeler aussi, alors ça on l'a pas précisé, c'est que à l'époque Gualtiero Jacopetti et Franco Prosperi, excusez-moi, bénéficient d'une fortune considérable, c'est-à-dire qu'en fait ils tournent des films documentaires ou revendiqués comme tels avec des conditions financières qui ne sont pas du tout ceux du documentaire classique. Adieu Afrique est un film tourné en cinémascope, en 70 mm Technicolor, avec une musique symphonique de Riz Ortolani, avec des moyens colossaux. Il y a des photos de tournage où on voit il y a quasiment, oui, les moyens d'une super production, mais avec cette démarche documentaire qui déjà commence déjà à heurter les sensibilités. Et puis le film est d'une violence extrême. Alors bon, on ne va pas trop parler d'Adieu Afrique parce qu'on va plutôt parler des négriers, mais il faut quand même rappeler la controverse maximale de Adieu Afrique, qui a été le procès pour homicide volontaire auquel Jacopetti a été... dont on l'a accusé, puisqu'en fait on l'avait notamment accusé d'avoir mis en scène une exécution. En fait on sait que une personne était fusillée devant un mur blanc au lieu d'un mur gris, parce que paraît-il ça passait mieux à l'image. Donc en fait on a accusé grosso modo Jacopetti d'avoir mis en scène volontairement, donc d'être complice de ces exécutions. Donc ça a été un procès assez long, assez laborieux, où Jacopetti va être obligé d'aller rechercher des gens en Afrique pour démontrer son innocence. Alors le film évidemment est un gros scandale. Donc ils ont été innocentés. Ils ont été innocentés, mais ce qui est resté entaché, c'est la réputation des réalisateurs et du film. En mai 68, en France, le film sera vraiment considéré comme un objet il fallait le détruire. En 69, en Allemagne, il y aura beaucoup de manifestations d'étudiants pour empêcher les projections. D'ailleurs, juste une anecdote assez folle, c'est que même De Gaulle, comme dit Jacopetti, la dictature De Gaulle avait contacté le producteur, et pour ne pas que le film sorte en France à cause des tensions avec voilà, les pieds noirs et tout ça, pour pas que le film sorte en France, le gouvernement De Gaulle a sorti une grosse somme d'argent, et a donné aussi une légion d'honneur à, il ne dit pas exactement à qui, ça c'est d'un docu qui s'appelle Godfathers of Mondo, pour que le film ne puisse pas sortir sur les écrans français. Donc il y a eu des versions françaises, notamment supervisées par Jacopetti, mais qui a priori n'ont jamais vu le jour à l'époque. Donc pour mettre un peu le scandale autour du film, et forcément l'accusation de racisme. Voilà. Et qui a été à la base du film que vous êtes venu voir ce soir, qui s'appelle Les Négriers. Voilà, donc voici le DVD qui contient la Director's Cut. C'était important aussi parce que la version que vous allez voir n'est pas cette version-ci, qu'on peut considérer comme la version, je dirais, intégrale, donc ce que j'appelle Director's Cut, c'est la version anglaise sortie chez l'éditeur américain Blue Underground. Alors voilà, en fait, le film que vous allez voir, donc Les Négriers, est une conséquence, je dirais, de la polémique, excusez-moi. De la réception de Adieu Afrique. De Adieu Afrique, puisque Jacopetti et Prosperi se font accusés, insultés de tous les côtés, vraiment ils subissent des tensions, des violences. Et ça les blesse vraiment, parce que pour eux, Adieu Afrique, c'est vraiment leur chef-d'œuvre. Enfin, encore aujourd'hui, Jacopetti est mort, mais pas Prosperi, mais c'est une œuvre qu'ils trouvent vraiment, à la limite peut-être sur la voix off, mais ils la trouvent vraiment parfaite. Donc pour eux, ils ont donné leur vie, ils ont failli mourir, ils disent qu'ils ont sauvé pas mal de vies aussi durant le tournage. Et donc, ça les a énormément blessés, notamment aussi Paolo Cavara, que tu as mentionné, qui avait participé au premier Mondo Cane, ensuite qui a été mis à l'écart et qui lui aussi a fait partie des gens qui les ont accusés de meurtre, en gros, et qui a même fait un film d'ailleurs qui s'appelle La cible dans l'œil, The Savage Eye, où en gros il critique l'attitude de Jacopetti. Voilà. La méthode Jacopetti. La méthode Jacopetti.
Et donc les deux réalisateurs décident de riposter en livrant un film dont le propos, le message est clairement un message antiraciste. Et ils vont pour ce faire en fait faire, alors je vais employer le mot documentaire, vous allez voir c'est très délicat. En fait ils veulent faire un film qui prend pour sujet l'esclavage. Et ils vont en fait changer de méthode, c'est-à-dire qu'ils vont passer de la méthode documentaire encore pure, quasi pure qu'on retrouve dans Radio Afrique. Ils vont employer en fait une méthode qui a été déjà employée par Peter Watkins dans des films comme La Bombe, le Culloden ou d'autres titres. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le cinéma de Peter Watkins. En fait, Watkins a cette méthode, c'est-à-dire de reconstituer des périodes historiques en tournant à l'intérieur de ces reconstitutions, en simulant les conditions du documentaire. C'est comme si le caméraman avait traversé le temps pour aller filmer sur le vif des images qui sont évidemment des images reconstituées avec des acteurs. Et donc les Négriers prend pour séquence toute la période de l'esclavage aux États-Unis, donc les importations d'esclaves d'Afrique qu'on exploite après dans les plantations du Sud. Alors, le film va prendre 2 ans de tournage, 1 an de post-production, 2 ans de tournage en fait où l'équipe va apparemment commencer en Louisiane, c'est-à-dire qu'ils vont trouver, évidemment ils ont besoin de maisons d'architecture paladine, pour les maisons comment on appelle ça, des exploitants, des gens qui possédaient les esclaves. C'est ça. Donc ils vont tourner quelques séquences comme ça qu'on voit notamment au début avec des maisons de type paladine, et c'est là où, encore une fois, nouvelle polémique, l'équipe se délocalise et ils vont s'installer à Haïti. À défaut du Brésil, parce qu'ils voulaient le Brésil au départ, et ça n'avait pas été possible, notamment avec la polémique Adieu Afrique, parce qu'ils étaient un peu chassés de partout. Avec ce film, et du coup ils se retrouvent donc à Haïti, donc dictature, avec le fameux François Duvalier, Papadoc, et donc qui les reçoit à bras ouverts, qui leur fournit tous les figurants qu'ils veulent, 8 ou 9 voitures, enfin tout à volonté. La seule contrepartie, c'est que le vendredi soir, ils sont obligés de manger avec lui et de leur raconter un peu le tournage et tout ça. Pour ça, apparemment, c'était le mal nécessaire pour pouvoir faire leur film dans des conditions qui pour eux étaient beaucoup plus cool entre guillemets que Adieu Afrique. Oui. Voilà, parce que là, on était quand même dans un contexte de fiction, même si ils utilisent encore toute leur expérience documentaire, encore une fois, entre guillemets, et encore une fois, comme avec Mondo Canet et Adieu Afrique, ils inventent un nouveau dispositif. Après bon, il y a quand même des tensions sur le tournage, il y a quand même 2-3 coups de feu qui sont tirés, ils risquent un petit peu leur vie quand même, un petit peu, mais c'est pas, effectivement, il n'y a pas le niveau non plus de dangerosité de Adieu Afrique, et donc le film se tourne dans des décors monumentaux, avec des centaines de figurants, etc. Et donc le tournage donc prend 2 ans, et c'est bon évidemment dans des conditions très difficiles, par une chaleur étouffante, avec énormément Puis c'est quand même impressionnant d'imaginer effectivement qu'ils sont 8 personnes sur le plateau et ils vont diriger des centaines de personnes, qui souvent d'ailleurs ne comprennent pas la langue, donc c'est assez particulier. Et le film donc est une parachève en fait, on peut dire, l'esthétique qui est déjà présente dans le Mondo, c'est-à-dire vous allez voir un film extrêmement baroque, excessif, limite presque nauséeux par moments, parce qu'on a une sorte de sensation de surcharge dans la violence, dans le comique, dans l'excès, dans le grotesque. Presque félinien. Presque félinien. Il y a un côté, alors c'est vrai que Jacopetti c'est souvent revendiqué de Voltaire, Fellini peut-être pas, mais en tout cas on ne peut pas s'empêcher d'y penser, quelque chose de typiquement italien. Vous allez voir, il y a beaucoup de nudité masculine notamment, ça c'est un ingrédient un petit peu central du Mondo, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes nus. Puis peut-être aussi l'influence de Jonathan Swift et la satire, mais vraiment comme quand Jonathan Swift il prônait le fait du cannibalisme pour enlever la surpopulation par exemple. C'est ça. Il y a un peu le côté de se faire l'avocat du diable de manière presque irresponsable pour la part de Jacopetti et Prosperi,
parce qu'il faut quand même dire que la base des recherches était très sérieuse, c'est-à-dire que tous les discours que vous allez entendre viennent vraiment du début du 19e siècle, ont été tenus par des personnes. Vous allez voir des personnages historiques comme le poète Thackeray, à un moment le poète anglais, qui arrive. Les discours scientifiques sont des discours scientifiques d'époque totalement abjects, mais qu'ils ont vraiment tiré d'ouvrages. Un des ouvrages dont ils se sont inspirés, c'est évidemment Mandingo, livre des années 50, qui sera adapté quelques années après par Richard Fleischer, avec une version assez hallucinante, où on ne sait pas, mais peut-être il y a eu une influence des négriers dessus. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc voilà, il y a tout ça, mais le problème c'est que au résultat, donc, il partait donc, du début du 19e jusqu'aux Black Panthers et donc à la question noire dans l'époque contemporaine. Sauf que au niveau de la réception, au lieu de passer pour un film antiraciste, les gens ont trouvé ça juste abject et encore plus raciste qu'Adieu Afrique, tout simplement parce que tous ces figurants qu'ils ont utilisés, qui donc n'ont pas la parole, vu qu'ils comprennent rien aux directions de Jacopetti. Il y a des archives qu'on peut voir tournées en 8 mm, où on voit Jacopetti en train d'hurler parce que personne ne comprend rien à ce qu'il dit. Et donc ils sont là tout ahuris, et donc les critiques d'époque, ils ont vu en fait une méthode esclavagiste appliquée sur un tournage. Donc du coup, les réalisateurs étaient en train de reproduire exactement ce qu'ils critiquaient dans le film. C'était l'argument qui était au centre de toutes les critiques. Alors évidemment, les critiques d'époque étaient injurieuses, assassines, etc. Alors, rappelons quand même qu'il existe plusieurs montages de ce film. Alors, on l'a dit, le film que vous allez voir est la copie française, qui est une copie censurée. Elle ne contient pas la partie la plus polémique qui est donc qu'on trouve donc dans cette copie américaine, puisque en fait, donc on l'a dit, le film est supposé se passer en Louisiane, donc etc. Et il se passe au XVIIIe siècle. La fin du film nous fait faire un saut dans le temps et on arrive dans l'Amérique moderne des années 70 et on passe du côté des Black Panthers, donc les manifestants noirs quasi militaires, enfin en tout cas ils formaient des sortes de milices à l'époque, et on voit des vengeances à l'intérieur des quartiers blancs, où on voit les Black Panthers en train de rentrer dans une maison, d'assassiner la famille, d'éclater un bébé contre un mur. Donc il y avait vraiment une sorte d'appel. Alors on a dit... on spoile pas, vu que ça y est pas dans la version que vous voyez. Ça n'y est pas. Alors on a dit, on a écrit en tout cas que Jacopetti avait voulu surfer sur le succès de la Blaxploitation, des films des années 70. C'est pas impossible. Ce qui est certain en tout cas, c'est que ce montage-ci apporte une sorte de double point de vue, donc celui des esclavagistes et celui des Black Panthers. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas le film reste toujours aussi brûlant et extrêmement inconfortable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier que Les Négriers est un film totalement inconfortable, déstabilisant, moralement très agressif. C'est un film qui va mettre un petit peu à l'épreuve vos propres sentiments peut-être. J'espère que vous êtes bien accrochés. Accrochez-vous. Alors le film, on l'a dit, a enterré par contre de manière définitive la réputation de Jacopetti et Prosperi, qui s'en sont jamais relevés. Ils ont tourné Mondo Candido, qui est un film de fiction, qui reprend des éléments Mondo, mais dans un contexte de fiction. Et d'ailleurs, il y aura une scission, ils se disputeront sur le tournage d'après, et a priori, ils ne se sont quasiment jamais revus depuis. Et il faut ajouter, ça c'est quand même un des éléments, un des points forts du film, c'est sa BO bien sûr, puisqu'on retrouve une nouvelle fois Riz Ortolani, qui est un peu le compositeur star du genre Mondo, qui est un petit peu apporté au genre un peu ce que Ennio Morricone avait apporté au western, c'est-à-dire une identification musicale très très forte apportée au genre. Alors la BO des Négriers, qui est une BO à l'image du film, c'est-à-dire que c'est une BO extrêmement carnavalesque, avec énormément d'éléments de cirque, etc., qui contraste avec des éléments très romantiques. Riz Ortolani est un champion, je dirais, des murs de cuivre, de cordes,
et avec des moments émotionnels très très forts. Et vous allez reconnaître, pour ceux qui ont l'oreille un peu avertie, vous allez reconnaître une chanson qui est devenue un petit peu légendaire, qui s'appelle Oh My Love, qu'on entend sur le générique du début. Et pour les cinéphiles et les amateurs, vous reconnaîtrez la chanson qui a été réutilisée il y a quelques années dans le film Drive de Nicolas Winding Refn, la scène de la vengeance où Ryan Gosling porte un masque et va se venger de son ennemi avec une scène de poursuite en voiture. Alors évidemment, peu de spectateurs de Drive ont fait le lien avec un film qu'ils connaissaient évidemment pas, mais pour ceux qui se rappellent des négriers et du contexte, le moment où cette chanson est utilisée, ça crée du sens. Et si vous regardez Drive après avoir vu ce film, le film va prendre une connotation tout à fait différente. Et la BO reste toujours aussi magnifique à écouter en dehors du film. On peut signaler aussi à titre de curiosité, c'est que le tournage des Négriers a donné lieu à un autre film qui est tourné quasiment en même temps, qui est celui du producteur exécutif, j'arrive jamais à me rappeler son nom, Gianpaolo Lomi, qui tourne en fait un giallo qui s'appelle Tropique du Cancer, qui est alors le giallo, donc c'est le polar italien érotique. Et ce film-là est tourné sur le même lieu, c'est tourné à Port-au-Prince. On retrouve des éléments des négriers, on retrouve une partie des figurants et des acteurs. Ouais. Et c'est un film qui a ses défauts, qui a des qualités, qui contient des séquences incroyables et une ambiance assez réussie, enfin, moi il me semble. C'est peut-être pas l'enquête, mais il y a des séquences vraiment sympas. il y a des séquences vraiment chouettes. Un peu d'hallucination. Voilà, donc c'est de vaudou. Donc si vous voulez voir les deux films en complément, c'est pas mal. Enfin, vous aurez un bon panel. Peut-être juste dire aussi que Les Négriers, c'est leur seul. C'est leur premier film qui n'a pas vraiment marché au niveau du public, alors qu'avant ils avaient accumulé les succès phénoménaux. Hein. C'était des films, Le Mondo Cane, tu l'as dit, mais il y a eu tous les grands chanteurs américains de l'époque qui ont repris la chanson titre. Frank Sinatra, oui. Ils y sont tous, on peut faire la liste. Et là, Les Négriers, pour la première fois, c'est un échec commercial, on peut dire. Même Adieu Afrique avait eu un très très grand succès en Italie, même aux États-Unis. Bon, la France, c'était assez particulier, comme on vous l'a dit. Donc c'est un peu le début du déclin, on peut dire, Les Négriers, mais quel début de déclin. Ça c'est clair. Donc, on va vous laisser avec le film, en espérant qu'on n'a pas parlé trop longtemps. En tout cas, vous allez voir, voilà, un film fort, excessif et qui vous laissera pas indifférent. Voilà, bonne science. Merci.